À toutes et à tous. Donc, je vous rappelle que cette session de sensibilisation intervient donc dans le cadre des universités des maires. Voilà. La prochaine sera celle sur la voirie communale le 19 janvier, toujours à 10h30. Ce sera a priori la dernière. Voilà. Et donc aujourd'hui, le thème traité est les assurances de la commune. Voilà, c'est un sujet assez important et sur lequel je pense les élus ont souvent peu d'informations. Donc c'est la SMACL qui va faire l'intervention. Donc merci Bruno Sansonetti et puis Michael Medjeder de la SMACL pour vos interventions à double voix, votre intervention à double voix. Et puis bien sûr, les élus, vous pouvez poser vos questions par le chat ou en intervenant au fur et à mesure, j'imagine. Et puis bien entendu, on mettra l'enregistrement sur notre site internet ainsi que le document comme habituellement. La plupart d'entre vous qui ont suivi les autres audios le savent bien. Voilà, écoutez, je ne vous prends pas plus de temps et puis je laisse la parole à la SMAC pour cette intervention. Michael? Oui, Michael? alors, il a bugué, Michael, visiblement. Michael a bugué. Bon, eh bien, écoutez, je prends donc le relais. Donc, Bruno Sansonetti, merci à vous tous pour votre présence. Oui, donc, je vais. Ah, alors, j'ai pas la main flûte, c'est Michael qui devait faire passer les diapos. Alors, attendez. Désolé de ce contretemps. C'est bon, vous pouvez là maintenant, on a arrêté le partage d'écran, vous pouvez partager votre écran. Voilà, c'est ce que je vais faire. Alors, écran, alors. Le revoilà. Le revoilà. Michael? Oui, oui. Excusez-moi, j'ai été coupé il y a quelques secondes et bon. j'avais plus de son, plus d'image. Ça y est, c'est revenu. Je te redonne la main, Michael. Ok, merci. Hop, alors, tu repartages l'écran? Ouais. Je repartage l'écran. En même temps, il me faut le bon fichier du coup. Hop. Juste, pouvez-vous me dire si vous voyez... Oui, on le voit, mais il faut activer les modifications en haut si vous voulez accéder au document et le passer en plein écran. Nouveau partage, d'accord, ok. C'est celui-ci. Là, on a un PowerPoint. Ouais, et donc là, il me semble que c'est plus agréable d'avoir cette diapo-là. C'est bon pour vous? C'est bon. Tout petit, hein, quand même. C'est tout petit. Ouais. C'est-à-dire que vous l'avez pas en place. C'est-à-dire qu'on a la slide principale suivie de la. Enfin, moi, en tout cas, c'est peut-être mon choix d'affichage. Et on a, mais ça m'étonnerait, on a la slide suivante qui s'affiche en même temps. D'accord. Ça réduit l'espace de lecture. Je ne sais pas si c'est comme ça pour tout le monde. Non, moi personnellement, je n'ai que la première slide. En gros, sur l'écran? Nous, on a les deux. Nous, on a les deux. Moi aussi, j'ai les deux. D'accord. Un affichage timbre-poste. Il y a les deux. Oui. Alors, passez en mode standard, affichage en haut à droite. Passez en affichage, vous mettez en mode standard. Non, non. Non, c'est pas ça, j'y suis déjà, moi, c'est pas ça. Non, non, c'est toujours petit. C'est pas ça, non. Il faut je vais partager. Ouais, il faut sortir de le partage et le réouvrir. Donc, c'est ce que je viens de faire à l'instant. Est-ce que c'est toujours la même chose? C'est en timbre-poste? C'est toujours la même chose, oui. Ah, pourtant, tout à l'heure, on était en plein écran. Tout à l'heure, c'était bien. C'était un PowerPoint ou c'était un PDF tout à l'heure? C'était un PowerPoint. Tous sont des PowerPoints. Donc, je vais ressortir d'ici. Mais vous êtes mis en mode diaporama, là? Oui. Ah ouais, je ressors à l'instant. J'essaie de m'y remettre. Vous avez toujours la même chose, messieurs, dames? Attendez, ça c'est pas monté encore. Hein, on n'a rien. Ouais. Non, on n'a rien pour le moment. Il n'y a pas de partage. D'accord. Alors, je vais repartager une fois de plus.
C'est ballot, on l'avait bien tout à l'heure. Et oui, et je ne sais pas si c'est du fait de ma déconnexion intempestive. Et là, hop. Voilà. Donc là, si je lance le diaporama, en principe, vous devriez... En fait, pour le lancer, il faut que vous cliquiez en haut sur « Activer la modification ». Voilà. Voilà. D'accord. Et puis, diaporama. Et tout simplement. En espérant que… Eh ben non, ça ne marche pas en diaporama. Vous voyez, il y a quelque chose qui me… Eh bien, alors, on enlève le diaporama et puis on va rester comme ça. Ce sera beaucoup plus lisible. Hein. Est-ce que comme ça vous va mieux? Non, non, ça n'a rien à voir, ça, en fait. Et dans vos paramètres d'affichage en haut, là, vous voyez, à côté de fin du diaporama, allez voir ce qu'on vous propose, peut-être. Fin du diaporama. Non, fais pas fin. Fais un paramètre d'affichage, Michael. Sinon, on fait comme ça, c'est pas grave. Ouais, c'est embêtant parce que… Bon, écoutez, je vois pas pourquoi… Là, quand vous cliquez à côté de fin du diaporama, il y a un menu paramètres d'affichage à côté. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous met là? Basculer entre le mode présentateur et le diaporama. C'est peut-être mieux? Voilà, c'est bon. C'est comme ça? C'est parfait. Excusez-moi. Donc, du coup, les problèmes techniques, c'est toujours à ce moment-là que ça arrive. Merci à l'Association des maires de Loir-et-Cher de nous accueillir, donc, et Madame Pitard et Madame d'autres. Donc, moi, Michael Medjeber, inspecteur régional pour SMAC l'assurance, accompagné aujourd'hui de Monsieur Sansonetti Bruno, qui est responsable régional pour la région Centre-Ouest. Donc, SMAC l'assurance, alors, Madame Pitard l'a précisé tout à l'heure, mais effectivement, je souhaiterais que vous puissiez intervenir, mesdames, messieurs les représentants des communes, puisque le domaine assurance, s'il est aisé pour nous, quoique on a toujours des remises en question ou des mises à jour à faire de notre côté, j'ai conscience qu'il n'est pas évident pour tout le monde. Donc, je pars du principe qu'il n'y a pas de questions inutiles ou de questions bêtes, si vous voulez aller par là. Donc, n'hésitez pas, comme Madame Pitard l'a suggéré tout à l'heure, de nous interrompre ou via le fil de la conversation à nous poser vos questions. Donc, comme vous le voyez sur la première slide, hein, on dédie cette intervention à l'assurance des collectivités et également aux élus et aux agents. Donc, commençons le programme, hein, très rapidement. Hein, je vais présenter la SMAC et nous allons aborder les principes de l'assurance, donc les garanties de dommages aux biens, de véhicules à moteur, de responsabilité de la commune, et puis protection juridique et responsabilité des élus et des agents, tout simplement. Donc, un petit mot rapide hein, sur la SMAC. L'intitulé, vous voyez, de notre mutuelle, c'est Société mutuelle d'assurance des collectivités locales. Nous avons été créés en 1974 par des élus et pour assurer donc les élus et les communes, tout simplement. Nous faisons partie du groupe Vive, hein, qui est une union de mutuelles dans laquelle est présente la MGEN, la MNT et Harmonie, hein, notamment. Nous avons intégré ce groupe-là en 2019 et nous sommes forts de pouvoir proposer des solutions d'assurance pour tous les risques de dommages, tout simplement. Nous sommes présents dans une collectivité sur 3. Et comme vous le voyez sur la slide, hein, je vais pas relire toutes les slides parce que j'aurais peur de vous perdre ou de vous endormir. Mais ce qu'on peut noter, c'est qu'effectivement, à ce jour, nous assurons plus de 300 000 véhicules et plus de 266 millions de mètres carrés concernant le patrimoine des communes. Rentrons dans le vif des sujets, le principe des assurances. Ce qui nous semble très important de noter pour vous, mesdames, messieurs, qui officiez auprès des communes, des collectivités, c'est que vous êtes un acheteur public et dans ce sens, tout simplement, vous utilisez les deniers publics pour développer votre territoire. Et tout simplement, nous, en tant qu'assureurs, même si on n'est pas là pour faire la police, on vous invite tout simplement à consulter de manière assez régulière le marché hein, des assurances et donc les prestations de fourniture dont l'assurance fait partie. Comme vous le voyez sur la slide, tout cela est issu d'une directive européenne hein, depuis 1998 et vous avez la possibilité, en fonction de certains critères, de procéder à la publicité
pour vos appels d'offres en matière d'assurance. Sur cette slide-là, vous voyez bien qu'on indique, nous, que vous avez l'obligation de renégocier régulièrement ces fameux contrats d'assurance, d'accord, et que vous devez, pour cela, tout simplement, définir vos besoins d'assurance à travers un cahier des charges. Hein. Nous, en tant qu'assureurs des collectivités, on le voit, quelle que soit la taille de la collectivité, il est important d'avoir un programme d'assurance bien défini et qui, bien évidemment, réponde aux besoins d'assurance de la commune. Une commune de 5000 habitants n'aura pas forcément les mêmes besoins qu'une commune, une ville de plus de 30 000 ou 50 000 habitants. D'où l'importance de rédiger un cahier des charges pour exprimer vos besoins et que les opérateurs en assurance puissent y répondre de manière crédible, tout simplement. En l'absence de compétences en matière d'assurance, il est recommandé de recourir au service d'une assistance à maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage, nous l'appelons plus communément les cabinets d'audit. Les auditeurs sont à votre disposition, je dirais. Vous pouvez les solliciter tout simplement pour qu'ils puissent eux-mêmes prendre contact avec vous et après vous avoir consulté, avoir réalisé un audit, je dirais, complet de la collectivité en matière de besoins en assurance et derrière ça vont tout simplement définir un programme. Donc, comme c'est indiqué sur le slide, c'est une aide à l'identification des besoins, une assistance à la définition des garanties, très important, et l'orientation des exigences en termes de suivi contractuel, d'outils de gestion de mise à disposition de l'assuré, de prévention des risques, d'information juridique et bien d'autres encore services derrière tout ça. Et puis cet auditeur, cet assistant à maîtrise d'ouvrage, va, après ce travail d'audit complet et de définition d'un programme d'assurance, va tout simplement vous assister pour analyser les offres que vous aurez reçues de différents opérateurs d'assurance ou ceux que vous aurez consultés. Est-ce que par rapport à tout ça, Bruno, est-ce qu'il y a, parce que je ne vois pas dans le fil de la conversation ou s'il y a des interventions souhaitées, peut-être qu'il y a des questions sur ce thème-là? Alors, pas de questions pour l'instant, en tout cas par écrit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas effectivement à nous interrompre. Non, je dirais que effectivement, le recours à un AMO est important parce que il va vous aider surtout à retenir l'assureur qui sera le mieux disant, voilà, et non pas le moins cher, et qui sera qui aura fait la réponse la plus adaptée à vos besoins. Et c'est en cela que on recommande souvent quand même aux collectivités d'avoir recours à ces AMO en l'absence de toute compétence en interne, bien sûr, à la collectivité pour définir les besoins et analyser chacune des offres. Et on sait que c'est surtout sur l'analyse d'ailleurs que se posent le plus de questions parce que chaque assureur va répondre en fonction de certains critères qui vont lui être propres, qui lui seront imposés également par la réassurance. Et ça va complexifier pour vous la prise de décision, puisque vous n'aurez pas deux offres qui seront rigoureusement identiques, alors même que vous aurez bâti, vous, un cahier des charges qui va définir vos besoins et vos attentes. Donc, voilà, c'est un conseil. Ça a effectivement, par contre, ça a un coût, il est vrai. Comptez environ pour des petites collectivités un coût entre 1 500 à 2 000 euros, en fonction, bien sûr, des AMO que vous pourrez consulter. Mais ça peut avoir aussi vous pouvez avoir des gains en consultant de façon très régulière le marché de l'assurance, parce que ce marché, ces tarifs évoluent et ça vous permet d'avoir donc des tarifs qui seront toujours adaptés également aux risques que vous avez à couvrir. Donc vraiment, pensez à renouveler ces marchés d'assurance. La durée moyenne d'un marché d'assurance, elle se situe entre 4 et 5 ans. Voilà. Et pour définir le seuil dans lequel vous vous trouvez pour lancer la consultation, si vous êtes en MAPA ou si vous êtes sur une consultation un peu plus avec plus de formalité, eh bien, c'est en fait l'addition
du budget assurance sur la durée de ce marché, qui va vous dire si vous êtes dans quel type de procédure vous vous situez. L'objectif pour vous étant effectivement d'avoir une procédure la plus simplifiée possible, de manière à pas non plus complexifier votre consultation. Avez-vous des questions par rapport à cela? Pas de questions? Mickaël, tu reprends la main? Oui, merci Bruno. Le principe des assurances, donc identifier les risques de la commune. Nous avons 3 types de domaines assurantiels, hein, je dirais. Donc l'assurance de dommages, tout ce qui concerne les assurances liées à votre patrimoine immobilier, hein, et également l'assurance de votre flotte automobile. C'est principalement les assurances de dommages. Et à l'intérieur de chacun de ces domaines, on y retrouve certaines spécificités que l'on va voir par la suite. Vous avez sur un deuxième domaine l'assurance des responsabilités. Donc, comme c'est indiqué sur le slide, hein, tous les dommages causés à autrui du fait de votre existence, de vos activités et services, de vos attributions, de votre patrimoine et de vos véhicules. Autrement dit, la responsabilité de la commune, la responsabilité générale, correspond à réparer les dommages causés à autrui selon les compétences et prérogatives exercées par la collectivité, ses agents et ses élus. Et puis, vous avez l'assurance de personnes qui consiste à réparer les dommages subis par les agents en tant que salariés de la collectivité, hein. Donc là, on parle de garantie risque statutaire, donc les risques liés au statut, la perte de revenus et notamment la complémentaire santé. Excuse-moi, Mickaël, ce dernier point, nous pourrons l'aborder parce que ça demanderait un petit peu trop de temps pour traverser également cette garantie dite des risques statutaires. Voilà. Donc, nous nous contenterons effectivement d'aborder la partie assurance du patrimoine, assurance des véhicules et assurance des responsabilités et protection juridique. Entendu. Assurance de dommages aux biens. Définition. Donc, c'est la prise en charge des dommages subis par les biens désignés au contrat et relevant d'événements garantis, déductions faites, des éventuelles vétustés et franchises. Là, sans aucune surprise, hein, les événements garantis, on vous a listé, si vous voulez, les garanties les plus communes et celles attendues tout simplement dans un programme d'assurance, hein, peu importe l'opérateur qui aura fait la proposition. Donc, comme vous le voyez, hein, l'incendie, l'explosion, les dommages électriques, le choc de véhicules terrestres à moteur, les dommages de fumée, tempêtes, grêle, neige, vol et vandalisme, le bris de glace, les catastrophes naturelles. Malheureusement, ça fait une dizaine d'années maintenant que c'est de plus en plus d'actualité. Les émeutes, mouvements populaires et actes de sabotage, le recours des voisins et des tiers. D'accord. Donc là, c'est une garantie de responsabilité, mais qui se retrouve dans la garantie de dommages aux biens, dans la mesure où effectivement vous pouvez porter préjudice à autrui, à des voisins ou à des tiers, lorsque par exemple nous avons un incendie déclaré dans un de vos bâtiments et que cet incendie est communiqué à d'autres bâtiments alentours, tout simplement. Et puis la garantie attentat et terrorisme. Dans l'assurance de dommages aux biens, nous avons, au fil des années, hein, tout simplement adapté, nous, assureurs, nos programmes d'assurance aux besoins des collectivités. Et je pense que pour certains, si la tout risque informatique vous parle, peut-être que le cyber-risque ne vous dit pas grand-chose, ou en tout cas, vous en avez entendu parler. C'est l'exemple pour vous dire qu'effectivement, au fil des années, les besoins en assurance évoluent. Et vous voyez, on a des spécificités hein, dans ces contrats dommages aux biens. Donc, outre la tout risque informatique et le cyber-risque, nous avons le bris de machine. Certaines collectivités, de par ses prérogatives et compétences, peuvent avoir en leur possession tout simplement justement des machines, hein. Ça peut être le cas, par exemple, d'une imprimerie municipale qui a des machines dans ses ateliers techniques qui ont un certain coût, hein, aussi bien au niveau de l'acquisition que de l'entretien. Quid de la garantie de l'assureur lorsque ces machines présente un bris, tout simplement, eh bien, il faut pouvoir penser à indemniser sur certaines bases ces fameux
matériels, j'allais dire, qui vous permettent d'assurer une activité quelle qu'elle soit. Ça peut être également le simple photocopieur multifonction de la mairie, pour lequel, lorsqu'il y a un bris à l'intérieur, on puisse, nous, assureurs, y répondre en termes d'indemnité. Vous avez à côté de cela la touriste objet. Pour vous donner un exemple, encore une fois, n'hésitez pas à nous interrompre s'il y a des mots qui vous paraissent inconnus. La touriste objet, je pense notamment ces dernières années, les défibrillateurs que vous avez à l'extérieur de vos mairies, qui eux ne sont, en termes de sécurité, ne sont pas à l'intérieur de vos locaux et donc, fort logiquement, sont exposés au risque de malveillance, de vandalisme. Vous voyez, sur cette garantie tout risque objet, on a la possibilité, nous, assureurs, de garantir ce type d'objet. La tout risque exposition, donc comme son nom l'indique, pour assurer vos expositions. En règle générale, vous avez des exposants qui viennent d'ailleurs, des communes voisines ou des départements voisins ou autres, selon la nature de l'exposition. Et nous proposons à ce titre, comme tous les assureurs, selon les besoins, encore une fois définis au cahier des charges, nous proposons une couverture liée à toutes les œuvres qui peuvent être entreposées de manière temporaire ou permanente au sein de vos collectivités, de vos musées ou des salles polyvalentes, tout simplement. Et nous avons également l'assurance annulation de manifestations, entre autres. En pratique… Oui, Mickaël, petite précision peut-être sur tout ce qui est tout risque informatique et tout risque exposition. Veillez bien à adapter les garanties par rapport à ces risques. Pourquoi? Parce que si autrefois, par exemple, en tout risque informatique, on avait l'habitude d'assurer tout ce qui est les PC, les écrans, etc. Aujourd'hui, ces risques-là, on peut considérer que ces machines sont aujourd'hui pratiquement du consommable au regard des coûts d'investissement qu'ils présentent. Aujourd'hui, ce sont des coûts qui sont assez faibles. Je parle bien sûr des terminaux informatiques. Donc, il n'y a pas une nécessité peut-être à avoir des garanties très très poussées sur ces risques-là. Les risques sur lesquels vous devez plutôt vous appesantir en matière de tout risque informatique, c'est tout ce qui est serveur informatique, où là, vous avez, au-delà de la simple machine qui héberge toutes vos données, vous allez aussi avoir justement l'assurance des informations stockées. Et c'est plus par rapport à cette assurance des informations stockées, de la reconstitution de ces informations, qu'il faut avoir des contrats d'assurance qui sont vraiment pertinents et qui répondent bien à vos attentes. Alors, il y a peut-être aussi à réfléchir en matière de prévention par rapport au risque informatique. Et peut-être aussi avoir un regard attentif sur l'hébergement justement de ces données informatiques qui, dès lors qu'elles seront hébergées sur un site externe à la collectivité, eh bien, ça vous permettra de pouvoir reconstituer ces données informatiques très rapidement, en toute sérénité, chose que ne pourrait pas faire un contrat d'assurance qui vous garantirait des capitaux pour reconstituer ces médias informatiques. Donc, pensez prévention pour tout ce qui est informatique. Également, tout ce qui est tout risque exposition. Je voulais apporter une petite précision. La tout risque exposition, il ne faut l'envisager que pour des œuvres qui ont une réelle valeur sur le marché de l'art. C'est-à-dire que si vous organisez, par exemple, un salon d'artistes locaux qui peuvent avoir une qualité artistique reconnue localement, mais qui ne vendent pas régulièrement sur le marché de l'art, si ces œuvres sont endommagées, les experts ne retiendront comme valeur de ces œuvres que le coût de la matière, mais en aucun cas ils ne retiendront une valeur artistique. Et donc, quelquefois, il peut être illusoire de souscrire des garanties tout risque exposition avec des capitaux élevés parce que, comme je vous disais, les experts ne retiendront pas la valeur artistique, mais se contenteront simplement du coût de la matière, du cadre, de la toile et de la peinture. Donc, ne réservez ce type de garantie qu'à vraiment des expositions avec des œuvres d'artistes reconnus
sur le marché de l'art, avec des catalogues, avec des valorisations certaines. Voilà, c'était la petite précision que je souhaitais apporter. Ok. Vas-y, Michael. Oui, pas de problème, merci. Du coup, je vais juste dans le fil de la discussion, la mairie de Villiers-sur-Loire, si je ne me trompe pas, qui demande quelle prise en charge en cas de sinistre suite à sécheresse, sinon reconnaissance en état de catastrophe naturelle. Alors là, c'est délicat parce que, enfin, c'est délicat. Tout simplement que les contrats d'assurance et la procédure catastrophe naturelle est très, comment dire, est très déterminée de manière assez claire. C'est-à-dire que la sécheresse, pour que l'assureur puisse lui intervenir et tout simplement actionner la garantie qui est présent dans tous les contrats d'assurance, hein, c'est une obligation pour les assureurs. Pour actionner cette garantie-là, il faut bien évidemment qu'il y ait une reconnaissance, comme vous l'avez dit, madame, monsieur, hein, de Villiers-sur-Loire, il faut qu'il y ait une reconnaissance par l'État de l'état de catastrophe naturelle en ce qui concerne la sécheresse. Donc là, vous m'envoyez désolé de vous répondre sur la négative, dans le sens où s'il n'y a pas de reconnaissance par l'État de l'état de catastrophe naturelle, la sécheresse ne pourra être prise en charge. En revanche, les assureurs, et c'est assez récent, se sont penchés, à l'instar de la sécheresse, se sont penchés sur le risque inondation. Et le risque inondation, de la même manière que la sécheresse, il y a encore 3 ans de cela, pouvait être pris en charge dans le cadre d'un contrat d'assurance uniquement en cas de reconnaissance par l'État de l'état de catastrophe naturelle pour le territoire visé. Or, aussi bien à l'ASMAC que chez d'autres opérateurs en assurance, nous avons, si vous voulez, mis en place une garantie avec des limites et des plafonds de garantie concernant les inondations qui vous permettent d'être garantis en inondation, même si votre territoire n'est pas reconnu en état de catastrophe naturelle. Donc, ça ne répond pas à votre question, hein, j'en ai bien conscience sur le phénomène sécheresse, mais sachez voilà, que, et ça rejoint un peu ce que M. Sansonetti disait tout à l'heure, hein, à savoir de remettre en concurrence régulièrement vos contrats d'assurance, car comme je viens de vous l'expliquer, finalement, d'une période à une autre, les assureurs tentent de remettre à jour, je dirais, les garanties, les programmes d'assurance et de pouvoir pallier, si vous voulez, à certains manques d'assurance sur ces domaines-là, sur ces événements-là. Bruno, tu vois autre chose sur cette question? Ouais, éventuellement, je pensais à une chose. Tout dépendra aussi de la façon dont sera rédigée une éventuelle garantie effondrement dans le contrat. Beaucoup d'assistance à maîtrise d'ouvrage aujourd'hui mettent dans leur programme d'assurance une garantie dite effondrement, mais souvent cette garantie effondrement exclut justement tous les événements liés à la sécheresse pour que cette garantie sécheresse soit rattachée à la garantie catastrophe naturelle. Mais après, effectivement, comme le dit Mickaël, les garanties évoluent, les assureurs ont des possibilités de coller au mieux des exigences des collectivités. Et donc, il se peut qu'à l'avenir, on ait ce type de garantie qui se développe. Mais en l'état actuel, il est clair que la garantie sécheresse est toujours rattachée à une reconnaissance de catastrophe naturelle. Ok, merci. J'espère que ça répond à la mairie de Villiers-sur-Loire. Donc toujours sur le thème de l'assurance dommage aux biens, donc de votre patrimoine, en pratique, ce que l'on peut vous inviter et suggérer de faire de manière assez régulière, ou en tout cas au moins une fois par an, c'est de bien faire le point sur les biens et surfaces assurés. Autrement dit, de vraiment avoir une connaissance parfaite de votre patrimoine. Alors, je vous dis ça va de soi, mais ce que l'on constate, puisque nous sommes sur le terrain, hein, nous venons à la rencontre des collectivités assurées chez nous, c'est de dire que d'une période à une autre, il y a des mouvements au sein de vos mairies, de vos communes. Quand je parle de mouvement, de mouvement en termes de moyens humains. Et bien souvent, il m'arrive de faire le constat qu'une personne qui a été pendant X années en poste à la mairie
est en charge des dossiers d'assurance, d'accord, pour une raison X ou Y, est muté ou n'occupe plus le poste. Et donc, la personne qui prend le relais ou les personnes qui prennent le relais doivent composer avec les états actuels de patrimoine. Donc, pour moi, c'est une raison pour laquelle il faut faire en sorte que vous soyez parfaitement au fait de vos surfaces à couvrir, de votre patrimoine à couvrir. Encore une fois, après, rentrer dans les détails et d'adapter bien évidemment le programme d'assurance à vos besoins et à votre patrimoine, bien évidemment. Mais faire le point sur les biens et surfaces assurées, c'est très important. Avec, si possible, aujourd'hui, la possibilité pour vous d'avoir une géolocalisation de chaque patrimoine, ce qui est quand même très pratique pour que nous puissions, nous, assureurs, analyser le risque auquel vous êtes exposé, notamment en matière d'inondation. D'accord. Effectivement, effectivement. Autre chose qui me vient à l'esprit, alors pour vous rassurer, mais c'est vrai que ce qui se passe de manière concrète, prenons l'exemple d'un sinistre qui a lieu, peu importe la garantie qui est actionnée. Imaginons que sur une superficie d'un bâtiment, vous ayez omis auprès de l'assureur de déclarer le métré exact. D'accord, ou s'il y a eu une extension de bâtiment, si vous n'avez pas pensé à le déclarer à l'assureur. Alors, il y a deux choses. La première, c'est qu'après expertise suite au dommage, l'expert nous fera remonter les informations concernant le bâtiment. Et lorsqu'on apposera ces informations-là au contrat d'assurance actuel, imaginez que si nous n'avons pas la bonne surface déclarée, d'accord, il y a fort à penser que vous aurez une règle proportionnelle qui s'appliquerait. Et donc, vous ne pourriez pas prétendre à une indemnisation correspondant aux dommages occasionnés. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, pour vous rassurer, si je peux dire ainsi, pour vous rassurer, c'est que la plupart des contrats d'assurance, en tout cas lorsqu'on sollicite un maître d'ouvrage et qui rédige lui-même donc le programme d'assurance, de manière fréquente, je dirais dans 90% des cas, si ce n'est pas 100% des cas, nous y apposons, nous intégrons au contrat d'assurance une automaticité de garantie. Une automaticité de garantie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous nous avez déclaré X mètres carrés au 1er janvier pour le contrat d'assurance sur votre patrimoine. Et puis, en cours d'année, vous faites l'acquisition, tout simplement, d'un nouveau patrimoine, d'un nouveau bâtiment ou autre. D'accord? Et pour des raisons inconnues, vous oubliez sur le moment de nous le déclarer. Si toutefois il y a sinistre, la garantie automaticité de garantie vous permet d'être serein puisque votre assureur, quand bien même vous ne l'avez pas averti de cette nouvelle acquisition, vous accordera bien évidemment les garanties prévues au contrat en cas de dommage, tout simplement. Charge à vous, à la fin de cette année-là, de déclarer, pour régularisation du contrat, de déclarer cette nouvelle acquisition que vous avez fait en cours d'année pour la commune. Bon, en règle générale, je pense que lorsqu'il y a un nouveau bâtiment, que ce soit les élus adjoints ou les gestionnaires d'assurance, je dis bien en règle générale, vous pensez à nous le déclarer. Mais soyez vigilants à cela. Évitez les limitations contractuelles spécifiques pour le contenu. Là, c'est un conseil qu'on vous donne. C'est tout simplement, alors, pour moi, à titre personnel, il ne s'agit pas non plus de surévaluer son patrimoine ou qu'il soit mobilier ou immobilier, bien évidemment. Enfin, là, on parle surtout de mobilier pour le contenu, bien sûr. Mais pour autant, effectivement, des limitations contractuelles pour le contenu, ça peut, comment dire, pas porter à confusion, mais lors d'un sinistre de moyenne ou grosse ampleur, vraiment vous embêter. Prenons un exemple, Bruno, si tu veux bien. Tout simplement un incendie pour lequel, ou alors allons prendre plutôt dans un contrat d'assurance de manière globale, on a une limite contractuelle d'indemnité fixée à 10 millions d'euros. D'accord. Donc, c'est ce qu'on appelle la LCI. D'accord. C'est le montant maximum que l'assureur pourra verser en cas de sinistre, tout dommage confondu. D'accord. Admettons que dans ce contrat-là, vous avez des sous-limitations concernant, par exemple, le vol. Je prends cet exemple-là, ça peut être un autre, mais prenons une sous-limitation en vol, grossissons le trait à 5 000 euros. Bon,
imaginons qu'à un moment donné, vous puissiez avoir des contenus dans certains bâtiments à forte valeur ajoutée et que les cambrioleurs ont bien fait leur travail. Effectivement, derrière, nous nous limiterons, comme vous l'aurez compris, à cette sous-limitation. Donc, encore une fois, l'importance de bien déterminer, avant de souscrire un contrat d'assurance, vos besoins en matière d'assurance, tant en surface à assurer qu'en capitaux pour l'assureur à apposer sur le contrat d'assurance. Vérifiez que vos locataires sont assurés. Attestation annuelle, convention d'occupation, clause dans les délégations de services publics. Pour certaines collectivités, vous avez bien évidemment des immeubles qui sont voués à du locatif, hein, si on prend l'exemple le plus courant. Et nous, assureurs de la collectivité, lorsque vous avez un bâtiment donné en location, bien évidemment, en cas de sinistre, nous allons intervenir, mais nous n'abstiendrons pas, même si vous indiquez une renonciation à recours dans le contrat, nous ne dispenserons pas de recourir auprès du locataire s'il s'avérait qu'il s'agit d'une faute manifeste de sa part ou involontaire même. Mais nous pouvons recourir auprès de lui-même et de son assureur. Imaginons que ce dernier, donc ce locataire ne soit pas assuré, ça pose des problèmes et c'est vous qui supportez, collectivité, le poids du sinistre en termes de statistiques sinistres, tout simplement. Ça vaut, si vous voulez, beaucoup pour le milieu associatif. Vous avez des locaux que vous mettez à disposition d'associations. Il est indispensable de demander à ces associations de s'assurer pour le risque locatif. Effectivement, parce que si l'une d'entre elles était responsable d'un événement, et notamment d'un incendie, qui détruisait le bâtiment, ça nous ménagerait la possibilité d'exercer un recours contre l'assureur de l'association et éviter ainsi que ce soit le contrat d'assurance de la collectivité qui supporte l'intégralité du sinistre. L'objectif étant au final que la sinistralité de la collectivité soit suffisamment bien maîtrisée pour qu'au moment où vous allez renégocier vos marchés, puisque comme on vous l'a précisé en début de cette présentation, vous devez aujourd'hui de renégocier vos marchés d'assurance régulièrement, eh bien, c'est de faire en sorte que cette sinistralité soit suffisamment bien maîtrisée pour que vous retrouviez des conditions d'assurance qui soient les plus favorables à la collectivité. Alors après, votre interrogation légitime serait effectivement de nous dire, mais à quoi peut servir une clause de renonciation si vous demandez à l'ensemble de vos occupants de s'assurer pour l'occupation des locaux communaux que vous leur mettez à disposition? Eh bien, cette clause de renonciation en recours, elle a pour vertu de faire en sorte que si malheureusement ou malencontreusement, l'un de ses occupants, une association toujours, j'entends, était passé à côté, ou alors c'est une occupation temporaire d'un local, ce n'est pas une occupation permanente, mais une occupation temporaire, et que l'assureur de l'association n'avait pas prévu ce risque, eh bien, ça nous éviterait, nous, d'avoir à exercer un recours contre l'auteur du dommage et, par exemple, de forcer le président de l'association et son conseil d'administration de vendre leurs biens pour indemniser l'assurance de la collectivité. Parce qu'en fait, le principe est toujours le même. Hein. C'est des mécanismes en cascade, c'est-à-dire que, si vous voulez, vous êtes propriétaire d'une salle communale, cette salle communale, vous la mettez à disposition de particuliers, d'associations. Nous, l'assureur de la commune l'assure bien. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un occupant qui est responsable, par exemple, de l'incendie, eh bien, l'assureur de la collectivité est tout à fait légitime à demander une prise en charge du sinistre, après paiement, bien sûr, enfin, faire un recours, donc, contre l'assureur de l'auteur du dommage. Donc, cette renonciation à recours, elle est là pour éviter, finalement, à la collectivité de mettre en porte-à-faux des particuliers ou des associations qui auraient de bonne foi omis ou ne se seraient pas assurés pour l'occupation d'un local temporaire. Voilà. Est-ce que c'est précis? Est-ce que vous... Est-ce que avez-vous des questions par rapport à cela?
Non, on continue. Alors, je vois effectivement dans le fil, nous rénovons complètement la salle des fêtes. Je suppose qu'il faudra revoir le contrat d'assurance. Et ça, c'est effectivement, je pense que il est préférable de voir auprès de votre assureur si déjà la salle des fêtes, elle est bien prise en charge dans votre contrat d'assurance. S'il y a des modifications de superficie, bien évidemment, informer l'assureur de ces modifications de superficie. Si ce ne sont que des travaux d'embellissement, il n'y a strictement rien à faire auprès de votre assureur. Votre assureur couvrira le bien immobilier en valeur à neuf. Et donc, bon, il y a vraiment une action à avoir vers l'assureur que s'il y a modification de superficie. Voilà. Mickaël, je te laisse la main. Ok. Je pense qu'on en a terminé pour la question pratique concernant le dommage aux biens. Oui, hein, je vois en fin de slide, les seuils limites, la LCI, on a déjà vu ça tout à l'heure. Donc, hop, il faut que je me remette. On peut passer à l'assurance. Oui. Là, c'est la prévention des risques. Alors, juste une chose, hein, mesdames, messieurs, nous, assureurs, effectivement, on est là pour vous conseiller. On a un devoir de conseil. Les AMO, les assistants à maîtrise d'ouvrage, peuvent vous aider à rédiger les besoins, les programmes d'assurance en rapport avec vos besoins. Nous, on a pour habitude, en tant qu'assureur, on est là pour effectivement indemniser, mais je vous l'apprends peut-être pas. Nous, les collectivités qui sont consommatrices de sinistres, c'est pas forcément ce que l'on apprécie, hein, sans vouloir être méchant. Et donc, en cela, nous, on préfère, comment vous dire, prévenir plutôt que guérir, en fait. Hein, c'est la formule que l'on emploie souvent. Prévenir plutôt que guérir, ça veut dire tout simplement que l'aspect prévention et gestion des risques, autrement dit, la politique du risque que vos élus vont mener pour la collectivité, pour leur patrimoine, mais aussi bien donc le patrimoine que la flotte automobile, ou la sécurité des agents également. Ça nous importe beaucoup. Et en ce sens, vous le voyez ces dernières années avec justement malheureusement les catastrophes naturelles, que ce soit dans le sud-est ou dans d'autres régions de France, on voit bien que la prévention des risques aujourd'hui est quelque chose qui est important et qui mérite de travailler en interne, en tout cas. Donc, pour ce qui est de l'assurance dommage aux biens, en pratique, hein, quelques règles de bonne gestion. Les protections mécaniques, hein, de toutes vos portes d'accès, j'allais dire, hein, que ce soit les établissements recevant du public comme les gymnases, salles de spectacle ou autres. Donc, protection mécanique à vérifier et à s'assurer qu'elles assurent bien évidemment le clos, parce qu'en cas de vol, effectivement, ça peut être délicat, selon le contrat d'assurance que vous avez, d'être indemnisé. La gestion des clés, la gestion des alarmes et la vidéoprotection, c'est un moyen également de prévenir et surtout de dissuader. Nous, on a beaucoup d'exemples. Alors, je ne vais pas prendre le temps là ici de vous énumérer les exemples, mais dans certaines collectivités, ça a le mérite de dissuader les voyous, j'allais dire. Donc, si vous avez la possibilité et le budget pour faire ce type d'installation sur des sites sensibles, hein, sur lesquels vous, avec votre assureur, n'hésitez pas chaque année à faire un bilan de la collectivité en termes de statistiques sinistres. Et dès lors que vous vous apercevez qu'il y a un établissement ou plusieurs qui présentent tout simplement une récurrence de sinistres liés à la malveillance, hein, c'est-à-dire le vandalisme, le vol, il ne faut pas hésiter à rentrer en contact avec votre assureur et puis demander peut-être de l'aide auprès de votre assureur pour qu'il puisse, lui, vous avertir, vous conseiller, éventuellement vous donner des préconisations, travailler avec un partenaire extérieur, hein, qui pourrait, lui, être amené à vous soulager sur la question de la prévention des risques contre la malveillance, hein, par exemple. Moi, je vous invite vraiment à ne pas laisser ce sujet-là de côté, car dans les statistiques que l'on a, nous, sur les moyennes et grosses collectivités, mais même sur les petites qui sont isolées en milieu rural, on a malheureusement des phénomènes de malveillance, de vandalisme sur vos bâtiments. Et pour y remédier, vous voyez, ce slide présente certaines choses.
En ce qui concerne le risque incendie, puisque vous voyez là la gestion des poubelles, donc outre le ramassage des ordures et faire en sorte que la voirie soit propre, bien évidemment, la gestion des poubelles, on entend par là de faire attention aux containers, tout simplement pour être concret avec vous. Nous, on a plus d'un incendie sur 3 qui concerne tout simplement les feux de poubelle. Et on se rend souvent compte, c'est tout bête, hein, mais lorsque les containers à poubelle sont apposés au bâtiment, d'accord, contre les murs, eh ben, c'est là que vous avez les risques d'incendie les plus courants. Et c'est ceux que nous dénombrons, nous, dans nos statistiques sinistres. Oui, Bruno ? Incendie en malveillance, bien sûr. En malveillance, hein, bien sûr. Donc, c'est voilà, un exemple tout simple, mais les containers, faites en sorte de les, comment dire, de les porter à… Alors, c'est délicat hein, de mettre des poubelles au milieu de la voirie et loin des bâtiments, on ne vous demande pas cela, mais faire en sorte peut-être de parquer les conteneurs à poubelle, c'est pas grand-chose, de manière à ce qu'ils ne puissent être déplacés, d'accord, par les voyous, et donc créer après par la suite des incendies qui sont concomitants à des bâtiments, tout simplement. L'éclairage des abords également, c'est un point qui permet de dissuader, si vous voulez, les personnes malveillantes autour de vos bâtiments. Voilà pour ce qui est de la question prévention. En tout état de cause, quels que soient les assureurs avec lesquels vous travaillez, nous avons tous de nombreux exemples et on a du retour d'expérience à communiquer. Hein. Et donc, il faut vraiment travailler en collaboration avec son assureur sur la question de la prévention, parce que comme le disait tout à l'heure Michael, on préfère prévenir que guérir, et il est notre rôle de vous aider pour maîtriser justement ces risques, toujours avec une idée en tête, c'est que cette sinistralité soit la plus faible possible pour vous permettre de vous assurer le mieux possible au coût le plus contraint. Voilà. Ok. Voilà pour l'assurance dommage aux biens. Si je ne me trompe pas, on devrait passer. Alors oui, la prévention des risques. On parlait de sécheresse tout à l'heure. Il faut savoir qu'il n'y a aucune obligation sur la slide qui est présentée là actuellement. Mais notamment, nous vous invitons, si c'est fait au sein de vos collectivités, à se pencher sur la question des différents plans de prévention qui vous permettent tout simplement de prévoir, en fin de compte, la catastrophe, quelle qu'elle soit. Notamment vis-à-vis des catastrophes naturelles, les plans de prévention des risques, hein, le PPR, comme c'est indiqué, hein, ça vise à inventorier l'ensemble des expositions naturelles, mais aussi technologiques. Technologiques, on entend par là lorsque vous êtes à proximité d'un site Céveso, autrement dit d'une usine chimique, hein, avec une activité chimique, avec des risques d'explosion assez importants. Donc, les risques technologiques, les expositions naturelles d'un territoire, avec le PPR, ben, vous avez un outil là qui vous permet d'élaborer des plans locaux d'urbanisme et notamment de ne pas construire des habitations à proximité, alors là, je grossis le trait, hein, mais à proximité de sites dits dangereux. Le plan communal de sauvegarde, lui, comme c'est indiqué également, son objectif est de prévoir et de faire vivre toutes les mesures opérationnelles permettant de protéger les biens et les personnes face à la survenance d'un risque majeur. Là, plan communal de sauvegarde, ce qui me vient à l'esprit, c'est l'évacuation des personnes dès lors qu'il y a des inondations à forte intensité ou des dommages relevant de catastrophes naturelles, toujours, hein, qui nécessitent, si vous voulez, l'évacuation des personnes pour éviter voilà, d'avoir de plus graves traumatismes, je veux dire, dans son habitation. Puis, le plan de continuité d'activité vise à déterminer les mesures permettant à l'espace touché de panser ses plaies au plus vite et de retrouver une organisation d'activité conforme au temps d'avant le drame. Parfait exemple, hein, entre parenthèses, rétablir l'eau potable ou l'accès au domicile et au site d'emploi, par exemple. Voilà. Bruno, là-dessus, sur… non, rien de spécial. Ok. Rien de spécial. Mesdames, messieurs, merci. On va passer assez rapidement sur l'assurance des véhicules, parce que l'assurance des véhicules, c'est quelque chose de beaucoup plus standardisé. C'est du standard, effectivement, les véhicules, prise en charge des dommages causés aux tiers avec un véhicule à moteur soumis à l'obligation d'assurance. Pour le petit rappel, l'obligation d'assurance, ça concerne la partie responsabilité civile,
tous les dommages que vous pouvez causer à autrui. À partir du moment où vous faites l'acquisition ou que vous êtes au volant d'un véhicule, vous êtes soumis à obligation d'assurance. Hein, c'est le code des assurances qui le détermine. Et puis, bien évidemment, la prise en charge de vos dommages, hein, des dommages subis par votre véhicule, lorsque ceux-ci sont garantis. Alors, toujours à adapter en fonction de l'âge du véhicule, bien sûr. Oui, effectivement. Là encore, on rejoint ce qu'on disait en début, hein, c'est-à-dire que l'assistant à maître d'ouvrage ou votre assureur, hein, celui que vous aurez choisi, n'hésitez pas à approfondir la question parce que, pour le coup, être assuré pour un véhicule, par exemple, je vous prends un exemple, hein, qui a 20 ans d'âge, hein, et le garantir en tout risque, personnellement, je ne vois pas l'intérêt, puisque si l'expert, tout simplement parce que si l'expert détermine la valeur du véhicule au jour du sinistre, il vous en donnera quasiment zéro, hein, pour un véhicule de plus de 20 ans, malheureusement. Et donc, votre contrat d'assurance, là-dessus, il n'aura aucun effet. En revanche, vous aurez réglé une cotisation qui correspond à une garantie tout risque, une formule tout risque. Et là, vous voyez le manque à gagner, je dirais. Les garanties annexes, indemnisation des accidents corporels des conducteurs. Alors, sans rentrer trop dans les détails, l'agent, lorsqu'il est en mission de service public à bord d'un véhicule de la collectivité, en cas d'accident et donc de dommages corporels subis, il aura un arrêt de travail véritablement constaté. Et donc, c'est son statut et donc la convention des agents, je dirais, en termes de risque statutaire, qui permettra l'indemnité. En revanche, les accidents corporels des conducteurs, vous pouvez avoir, selon vos statuts, des limites de garantie en cas d'invalidité permanente partielle ou d'invalidité permanente totale constatée. Et à ce titre-là, l'assurance corporelle du conducteur, elle peut être dénommée autrement, hein, ça peut être l'assurance personnelle du conducteur, mais autre. Celle-ci, elle me semble important d'être souscrite. Et là encore, avec votre assureur, charge à vous d'en discuter avec lui pour être certain que vous puissiez être, si vous voulez, couvert, outre, ou alors je dirais plutôt au-delà, je dirais, de la couverture qui vous est due par votre employeur et donc la collectivité. Garantie pour les engins utilisés en tant qu'outil. Là encore, hein, la phrase parle d'elle-même, hein. Ça peut être une grue, celle-ci, si vous l'utilisez, ou un petit tractopelle, hein. Celui-ci, si votre véhicule est à l'arrêt. Après, l'outil qui est utilisé, hein, donc la fourche, la grue ou autre, celle-ci peut causer des dommages, hein, lorsque votre agent effectue une manœuvre, tout simplement. Donc, important pour les collectivités qui ont fait l'acquisition d'engins, notamment, c'est notamment les engins qui sont concernés, de s'assurer que vous soyez garanti en responsabilité civile sur le contrat automobile, hein, pour l'engin en tant qu'outil, tout simplement. Les marchandises transportées, ça parle de soi. La garantie bris de machine également. Et après, garantie aménagement spécifique. Donc là, vous pouvez avoir des véhicules spécifiques d'une collectivité à une autre. Celle-ci, c'est avec votre assureur qu'il conviendra d'en discuter. Oui, Bruno ? On peut penser par exemple des véhicules avec des caisses frigo pour notamment les CCAS qui font de la livraison de repas à domicile, pour le maintien au domicile des personnes âgées. C'est souvent le cas. Et là, pensez que les assureurs peuvent également faire des garanties adaptées, ne serait-ce qu'à l'équipement frigo, mais également au contenu transporté. OK. Garantie automission. Automission ou autocollaborateur, ça dépend d'un assureur à l'autre, hein, comme on nomme cette garantie. Donc là, c'est l'usage de votre véhicule privé à des fins professionnelles, donc tout simplement lorsque vous êtes en mission de service public et que l'on vous demande d'utiliser votre véhicule. Donc là, ça peut être les assistantes à domicile, hein, qui régulièrement utilisent leur véhicule. Et donc, vous voyez, sont bénéficiaires les agents et les élus. Donc là, pour un exemple concret, hein, que vous soyez agent ou élu d'une collectivité, à partir du moment où vous avez un conseil municipal qui se tient, admettons, à 20h, 20h30 en mairie,
l'élu ou l'agent va être amené à utiliser son véhicule pour s'y rendre. Et sachez que, par exemple, hein, c'est un exemple comme tant d'autres, mais dans ce cadre-là, c'est en cas d'accident, bien évidemment, c'est cette garantie-là qui va pouvoir indemniser les dommages liés à l'accident, tout simplement. Et, sans faire appel à votre assureur. voilà, c'est surtout c'est l'objectif et c'est l'objet vraiment de cette garantie-là. Lorsque la collectivité a souscrit pour le compte de ses agents ou de ses élus une garantie automission, en cas d'accident, j'insiste bien là-dessus, en cas d'accident lors d'une mission de service public, d'accord, donc je vous ai parlé à l'instant d'une réunion en conseil municipal ou autre, d'accord, et bien votre employeur pourra prendre en charge à travers ce contrat-là les dommages subis par votre véhicule ou les dommages que vous aurez subis, que vous aurez occasionnés, pardon, à d'autres personnes. Je ne rentre pas dans les détails, mais vous avez les contrats en complément ou en substitution. Complément, c'est en complément de votre assurance personnelle, hein, lorsque vous n'êtes pas assuré de tout risque pour votre véhicule. En substitution, lorsque la collectivité, votre employeur, donc, décide de vous assurer en garantie automission, eh bien, elle se substitue intégralement à votre contrat d'assurance personnelle pour votre véhicule, tout simplement. Donc l'avantage de la substitution également, c'est que n'ayant pas de déclaration à faire à votre assureur personnel, votre bonus n'est absolument pas entaché. Voilà, il n'y a pas de notion de bonus-malus. Voilà. Ces contrats d'assurance automission ont été par le passé souvent retoqués par les percepteurs qui estimaient que, notamment pour les élus ou pour les agents d'ailleurs, aujourd'hui, ces contrats passent dans 99,9% des cas. Hein. Rares sont les percepteurs qui aujourd'hui refusent la souscription de ce type de contrat, que ce soit en substitution ou que ce soit en complément. Voilà. Assez rapidement, parce que je vois que l'heure tourne, Bruno, je parle un peu trop peut-être. Oui, et puis j'ai l'ARC, l'ARC c'est très... Il y a plein de choses à dire aussi. D'accord. Ok. Non, mais très rapidement, 2 types de contrats, donc ça je vais le passer. Donc on vient de le dire, pas d'application de clause bonus-malus dans le contrat flotte automobile de la collectivité. De la même manière excuse-moi, c'est veiller à ne pas avoir des contrats qui... un contrat par véhicule, mais souscrivez bien des contrats type flotte, parce que les contrats flotte automobile, justement, vous font que vous n'avez jamais de notion de bonus-malus. Alors que si vous avez un contrat d'assurance par véhicule assuré, vous aurez immanquablement des notions de bonus-malus qui s'appliqueront et quelquefois même des notions de conducteurs désignés. Tout à fait. Quelques points de vigilance, vérifier la qualité du conducteur et l'usage du véhicule, adapter les garanties à la valeur du véhicule, on l'a dit tout à l'heure, et ajouter des extensions de garantie si besoin. Là, on pense notamment, ce qui me vient à l'esprit, c'est à la période hivernale, lorsque vous utilisez un tracteur et une lame de déneigement, et ben, cette étrave à neige, par exemple, doit être assurée en tant qu'outil supplémentaire au véhicule, tout simplement. Donc là encore, l'importance de discuter avec un ou plusieurs assureurs pour pouvoir être certain d'avoir le programme d'assurance qui réponde à vos besoins. L'automission, on en a parlé à l'instant. En pratique, bien gérer le risque automobile, donc sur l'aspect prévention, être très clair dans le règlement intérieur pour tout ce qui est notion de permis, vérifier les permis d'une année sur l'autre, même si d'un jour à l'autre, l'agent peut le perdre et ne pas vous le signaler de peur d'avoir mauvaise réputation ou de se voir retirer son poste, hein, c'est possible. Mais sachez qu'il est important de vérifier cela, car selon les contrats d'assurance, si vous manquez à vos obligations, vous, en tant qu'employeur, de respecter, j'allais dire, le code de la route, hein, tout simplement, nous pouvons tout simplement vous opposer une application de garantie. Hein, donc là, ça s'applique pour le permis, pour l'usage du véhicule. Inscrire l'obligation pour les agents de signaler tout retrait de permis de conduire, donc je viens de le dire. Être attentif lors du remplissage du constat amiable, formation des agents. Voilà, n'hésitez pas,
voilà, moi, il m'arrive d'aller dans les collectivités et de permettre à des agents voilà, de bénéficier d'une formation d'aide à la rédaction du constat amiable. Voilà, c'est des moments d'échange avec des diapositives qui permettent de discuter, d'échanger sur ce sujet-là. On s'est rendu compte et on se rend compte encore que bien souvent, lors d'un accident, l'agent, quel qu'il soit, quel que soit son degré d'expérience en termes de conduite, lorsqu'il a un accident, eh ben, sur le moment, bon, ben, on peut être nerveux, on peut être stressé, on est un peu choqué même. Et donc, la rédaction du constat amiable, elle peut être parfois bafouée, tout simplement. Ou alors par la peur du tiers avec qui vous êtes rentré en accident, pour peu que cette personne-là soit très énervée et en colère, puisse vous obliger à remplir votre constat voilà, de manière erronée. Il y a une conséquence assez lourde, c'est que la première, vous pouvez être rendu coupable ou, j'allais dire responsable plutôt, de l'accident, alors même que vous ne l'êtes pas vis-à-vis du code de la route. Et deuxièmement, eh bien, la collectivité, par le biais de son assureur, va déclarer le sinistre et va supporter la charge du sinistre avec une responsabilité établie à 100%, alors même que si le constat avait été bien rédigé, eh ben, ce serait tout autre, tout simplement. Donc, soyez attentifs à ce que vos agents sachent remplir les constats. C'est très, très important car, mine de rien, en termes de statistiques, on a beaucoup de retours sur lesquels on s'aperçoit que c'est mal rempli et que vous supportez à tort la responsabilité d'un accident. Respecter les règles du code de la route, ça va de soi. Être vigilant car un mort sur deux au travail relève d'un accident de la route. Et former les agents sur l'usage des véhicules ou engins spécifiques. On vous invite également à généraliser les entretiens post-accident entre l'agent et sa hiérarchie. Ça paraît être pas grand-chose, mais pour l'avoir expérimenté, bien évidemment, auprès de certaines collectivités, ça permet tout simplement à la hiérarchie, à l'employeur, de sensibiliser et de responsabiliser l'agent lorsqu'il a un accident. Alors que si vous ne le faites pas, cet entretien post-accident, ne serait-ce que pour établir les faits et savoir ce qui s'est passé pour éventuellement apporter des améliorations dans le comportement de vos agents, d'accord. Si vous ne le faites pas, ben, l'agent, lui, il va tout simplement considérer que, après tout, la mairie est assurée. Si j'ai un accident, c'est l'assurance de la mairie qui paye. Et voilà, on va de fil en aiguille alourdir sa charge sinistre. Alors que voilà, de la sensibilisation au quotidien, ça permet voilà, de diminuer la charge sinistre dans vos mairies. Voilà Bruno, Avez-vous des questions sur ce qui vient d'être, ce que Michael vient de développer? Visiblement non. Écoutez, à ce moment-là, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer sur l'aspect responsabilité de la commune, sa protection juridique et puis la responsabilité des élus et des agents. Il nous reste, si vous voulez bien, jusqu'à 12h30, parce que là, il y a pas mal de choses que je pense qui vont vous interpeller. Alors, pour être un peu précis, sur quoi repose la responsabilité de la commune? Elle repose sur le fondement de la responsabilité, responsabilité civile, le code civil, donc avec l'article 1240, qui dit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Donc, en fait, tout simplement, attendez, excusez-moi, j'ai perdu. Voilà. Donc, à le réparer. Donc, en fait, dès lors que vous êtes à l'origine d'un dommage, eh bien, vous devez réparation au tiers auprès de qui vous avez créé ce dommage. En transposition de droit administratif, c'est l'obligation de réparation des dommages causés par l'action ou l'inaction de l'administration. Je mets la slide suivante, Michael, s'il te plaît. Michael, merci. Autre fondement de la responsabilité, pour que votre assureur de responsabilité puisse intervenir, que ce soit votre responsabilité personnelle ou la responsabilité de la collectivité ou d'une personne morale ou physique, eh bien, il faut qu'il y ait un dommage clairement établi vis-à-vis d'une tierce personne, une faute qui soit établie aussi auprès de l'auteur d'une faute, et surtout un lien de causalité entre
ce dommage et cette faute. Si on n'a pas ce lien de causalité entre le dommage et la faute, et bien évidemment, l'assureur du présumé responsable n'a absolument pas à intervenir sur le dommage subi par la présumée victime. Ça, c'est pour le code, c'est pour la responsabilité civile classique. Pour la responsabilité de la collectivité, comme il était marqué sous le petit graphique là, qui était affiché, on verra plus tard qu'on peut avoir ce qu'on appelle un régime de responsabilité sans faute. Mais ça, je le développerai ultérieurement. Mais donc, ce principe de lien de causalité n'est pas forcément à vérifier en droit administratif. Slide suivant, Mickaël, merci. Alors, qu'est-ce que la responsabilité d'une collectivité? On va causer tous les dommages causés à autrui du fait, donc des personnes qui la représentent. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est la notion d'assuré, c'est qui pourrait être reconnu responsable d'un dommage au titre du contrat souscrit, contrat d'assurance souscrit par la collectivité. Eh bien, il faut que vous ayez un éventail qui soit le plus large possible. Donc, ce sont bien sûr les élus, qui peuvent être responsables de dommages vis-à-vis de tiers, ce sont les agents, bien évidemment, les requis civils, les sauveteurs et les collaborateurs bénévoles de la collectivité, quels qu'ils soient connus ou inconnus de vos services. Il se peut effectivement que dans certains cas de figure, vous ayez des collaborateurs bénévoles qui agissent en lieu et place de la collectivité, alors même que vous ne leur avez donné aucune mission. Je prends par exemple le fait qu'une personne assure spontanément la circulation autour d'un accident qui s'est déroulé sur la voie publique. Eh bien, cette personne devient collaboratrice de la collectivité du fait qu'elle va organiser la circulation autour de cet accident. Donc, d'autres exemples, un arrêté de fermeture d'un établissement accueillant du public donc pris par un élu, ça c'est un exemple de dommage qui peut être contestable, donc cet arrêté de fermeture d'un établissement accueillant du public, et ça peut être à l'origine d'un préjudice vis-à-vis d'une tierce personne, et sur lequel pourrait être appelé en responsabilité l'assureur de la collectivité et la collectivité. Et puis un autre exemple, parce que ça ce sont des exemples vécus bien sûr, c'est l'agent qui désherbe le bas-côté de la route et qui va endommager des cultures voisines. Et bien là encore, la collectivité peut être appelée en responsabilité et son assureur, s'il y a reconnaissance de la responsabilité, eh bien l'assureur est amené à indemniser la victime. Donc ça sont les dommages causés à autrui du fait donc des assurés. Ensuite, c'est les dommages qui sont causés du fait du fonctionnement ou du non-fonctionnement des activités des services municipaux. Donc là encore des exemples. On peut avoir le défaut de surveillance. On a beaucoup de déclarations qui sont faites en ce sens, notamment des accidents sur cours où est mise en cause la responsabilité de l'agent communal parce qu'il aura manqué à son obligation de surveillance. Ça peut être aussi des intoxications alimentaires. Enfin, les exemples ne manquent pas en matière communale de mise en cause de responsabilité. Donc, peuvent être également à l'origine d'une mise en cause des attributions en matière d'urbanisme, de pollution, donc contestation de permis de construire, du fait aussi donc, de distribution de l'eau, quand vous avez bien sûr la compétence en direct, et puis aussi de pollution due à des dysfonctionnements de stations d'épuration ou de réseaux d'assainissement. Avez-vous des questions? Est-ce que c'est clair? Slide suivante, merci. Alors, comment apprécier son contrat de responsabilité? C'est ça qui est important en fait. Pour que la commune soit bien assurée, il faut que le contrat d'assurance soit le plus large possible. C'est d'autant plus vrai que les compétences des collectivités, j'ai un petit peu l'habitude de dire qu'elles sont à géométrie variable. Et
Aujourd'hui, elles tendent un petit peu à se restreindre avec l'intercommunalité, puisqu'on a beaucoup de transferts de compétences qui se font vers l'interco, mais ces compétences, elles sont très, très larges. Donc, pour que l'assureur vous garantisse correctement, il vous faut des montants de garantie des franchises qui soient les plus élevés, enfin, pardon, des montants de garantie qui vous soient les plus élevés possibles, des étendues de garantie qui soient, non, je veux bien revenir sur le, voilà, des étendues de garantie qui soient également le plus large possible, et puis on va voir aussi tout ce qui est nature des dommages garantis. Hein, alors, montant de garantie et franchise. Alors, contrairement à l'assurance du patrimoine, hein, comme on le disait tout à l'heure, Michael Medjeber, où là, on a des montants de garantie qui peuvent facilement s'évaluer par rapport à la nature des risques à assurer. Là, on est incapable d'évaluer quel peut être aujourd'hui le sinistre auquel pourrait être confrontée une collectivité. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer d'avoir les montants de garantie les plus élevés possibles. Hein. Donc, ça peut se chiffrer en plusieurs dizaines de millions d'euros. Pour les petites collectivités, les contrats standards prévoient des montants de garantie qui voisinent les, on va dire, 15-20 millions d'euros en matière de responsabilité. Donc, plus un montant de garantie sera élevé, et mieux la collectivité sera assurée. Alors, il ne faut pas non plus, comment dire, souscrire des montants de garantie de l'ordre de 100 millions d'euros n'aura aucun sens, hein, parce qu'il y a le risque qu'un tel événement puisse survenir, 100 millions d'euros, c'est très faible. Mais je pense que pour des collectivités, des petites communes, 16 millions, 20 millions d'euros suffisent amplement. Il faut, en matière de franchise, vous ne devez pas, enfin, il faut vraiment faire en sorte d'avoir des contrats qui n'ont pas de franchise. Parce que là encore, introduire des notions de franchise dans un contrat de responsabilité, ça peut être handicapant. Parce que ça peut vous mettre, ça va déjà vous poser un problème au moment de la déclaration de l'événement près de votre assureur, parce que vous allez devoir évaluer par vous-même le potentiel financier qui est mis en cause lors de l'événement pour savoir si vous devez ou non déclarer le sinistre à votre assureur. Donc, une règle, c'est pas de franchise en matière de responsabilité. Comme ça vous permet de déclarer tous les événements à votre assureur et c'est lui et les experts qui détermineront le montant du préjudice. Donc, pas de franchise d'une manière générale. Ça, c'est clair. Voilà. Slide suivante. L'étendue des garanties. Comme je le disais tout à l'heure, les compétences des collectivités étant très larges et à géométrie variable, vous ne pouvez pas souscrire un contrat d'assurance de responsabilité qui serait limitatif. Alors, quand on parle d'un contrat d'assurance de responsabilité limitatif, c'est-à-dire qu'il va définir d'une façon très précise et très objective quels sont les domaines dans lesquels il va pouvoir intervenir. Par exemple, un exemple très simple. Demain, j'assure une entreprise. Eh bien, le contrat de responsabilité civile, il va assurer le domaine d'activité de l'entreprise. Si c'est un boucher, il assurera une activité de boucher. Si demain, ce boucher décide de devenir coiffeur, il va devoir modifier les conditions d'assurance de son contrat d'assurance de responsabilité civile et avoir un contrat d'assurance correspondant à une activité de coiffeur. Comme je le disais donc, les compétences des collectivités étant tellement larges qu'un contrat qui serait limitatif comme celui-ci et qui définirait au préalable et limiterait son intervention à des compétences préalablement écrites, eh bien, ça serait dangereux. Donc, ce qu'ont fait les assureurs, ils ont renversé un petit peu ce système. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous devez d'avoir des contrats qui vont être tout risque sauf.
C'est-à-dire que, par principe, l'assureur va assurer toutes les activités que pourrait avoir la collectivité, à l'exception de certaines. Et en fait, c'est par la lecture des exclusions qui seront portées au contrat que vous allez pouvoir définir le champ d'intervention de votre assureur. Et donc, ces limitations, ces exclusions, normalement, elles ne doivent pas être contraignantes pour la collectivité, parce que ce sont des exclusions qui vont soit avoir un caractère légal, par exemple, on n'a pas le droit, nous assureurs, d'assurer les amendes, les malversations, les choses comme ça, d'accord? Donc ça, c'est une exclusion qui ne gêne pas la collectivité. Les exclusions que vous allez pouvoir aussi retrouver, ce sont des exclusions à caractère logique. Hein, par exemple, on n'assure pas la responsabilité civile d'un véhicule terrestre à moteur dans un contrat de responsabilité civile générale. Pourquoi? Parce qu'il y a une obligation d'assurance par ailleurs pour le véhicule. C'est le contrat flotte automobile qui garantit la responsabilité d'un véhicule terrestre à moteur. Donc, il n'est pas utile de le garantir au titre de la responsabilité générale de la collectivité. Donc, c'est pour ça que c'est une exclusion qui a un caractère logique. Alors, si on reprenait la liste des exclusions des contrats tout risque sauf, on verrait que ces listes sont en général assez longues, mais je tiens à vous rassurer sur le fait que normalement, aucune de ces exclusions n'exclurait une compétence, une nouvelle compétence que prendrait la collectivité dans le cadre de ses activités régaliennes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette notion de tout risque sauf? Tout risque sauf peut-être pas, Bruno, mais le maire de Villiers-sur-Loire. Oui, il y a une question de Villiers-sur-Loire sur le… Oui, quelle est-elle? Alors, suite au transfert de compétences de l'eau à la communauté d'agglo, quelle est la responsabilité du maire en cas d'incendie dont la compétence est communale si dégâts pour insuffisance de débit d'eau à la borne incendie? Ah, alors, on est bien d'accord, la compétence, elle est bien transférée à la Comcom. Alors, si la mairie de Villiers… À l'agglo. À l'agglo. Ouais, voilà. Alors, c'est un peu compliqué de vous répondre comme ça parce que il peut y avoir plusieurs personnes qui… Enfin, principalement, c'est la structure exploitant le réseau d'eau qui normalement est en responsabilité et qui normalement devrait être appelé en responsabilité s'il y avait un problème à la borne d'incendie. Puisque c'est la structure exploitante qui a la responsabilité de vérifier que ces installations fonctionnent normalement. Donc, si cette compétence elle est transférée soit à l'intercommunalité ou alors, pourquoi pas, à une société fermière, hein, eh bien, c'est soit l'intercommunalité qui en prend en charge la responsabilité, soit l'exploitant à qui a été concédé l'exploitation de ce réseau d'eau. Mais comme ça, sans avoir, si vous voulez, connaissance des conventions qui sont passées entre les différents partis, c'est un petit peu compliqué de pouvoir vous apporter une réponse. Mais effectivement, ces responsabilités, normalement, elles incombent à l'exploitant qui doit vérifier que le débit est suffisant au point des bornes d'incendie. Alors après, on peut avoir un recours intenté contre la commune, l'assureur de la commune qui va à ce moment-là engager la défense de la collectivité, on le verra comment, et puis aller rechercher la responsabilité de qui le droit, ou à ce moment-là, en fonction des conventions qui seront portées à sa connaissance, dire bah, écoutez, non, moi j'estime que mon assuré, en l'occurrence, ne peut pas être reconnu responsable parce qu'il y a une convention qui est passée avec l'agglo, par exemple. D'accord? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui? Oui, apparemment. D'accord. Voilà, parfait. Alors, sur les garanties que vous devez trouver de façon très basique dans un contrat de responsabilité, on va voir les dommages corporels.
bon, bah ça, je passe là-dessus parce que les dommages corporels, tout le monde comprend de quoi il s'agit. Les dommages matériels, pareil. Hein. Donc, toujours avec cette idée qu'il faut quand même qu'il y ait un lien de causalité entre un dommage subi par une victime et une faute commise par l'assuré, qui est la collectivité, ou un représentant de la collectivité. Et nous avons également les dommages qui sont immatériels, consécutifs ou non. Alors là, peut-être me permettrez-vous de m'arrêter un petit peu plus longtemps sur cette notion de dommage immatériel. Un dommage immatériel est un dommage financier, et essentiellement financier. Alors pour les dommages immatériels consécutifs, ce sont des dommages financiers qui découlent d'un dommage corporel ou d'un dommage matériel. J'en veux pour exemple, pour un dommage corporel, ça pourrait être le préjudice de la douleur, le préjudice esthétique. Hein. Une personne est grièvement blessée, la responsabilité de la collectivité est mise en cause dans son dommage corporel. Eh bien, si cette personne, par exemple, perd son emploi, eh bien, la collectivité sera appelée, au titre des dommages immatériels consécutifs aux dommages corporels, à supporter les conséquences financières de la perte d'emploi de cette personne. D'accord ? Idem pour les dommages matériels. On peut tout à fait envisager que la collectivité soit recherchée en responsabilité sur un dommage matériel qui pourrait causer un préjudice financier vis-à-vis d'une tierce personne. Et là, pareil, nous interviendrions pour prendre en charge toutes les conséquences financières qui pourraient être, par exemple, si c'est un commerçant, ça pourrait être, par exemple, le fait de dire que son commerce est devenu inutilisable parce qu'il y a eu une grosse inondation du fait d'une rupture de canalisation. Hein, eh bien, cette personne perd du chiffre d'affaires, et bien à ce moment-là, l'assureur peut être appelé en responsabilité à supporter la perte de chiffre d'affaires du fait de la rupture de canalisation imputable à la collectivité. Et puis, on a une troisième catégorie donc, de dommages immatériels, qui sont les dommages immatériels non consécutifs. Là, c'est un petit peu plus abstrait, parce que ces dommages immatériels non consécutifs, ce sont des dommages qui ne prennent pas naissance ni dans un dommage corporel, ni dans un dommage matériel, mais du fait, par exemple, d'une décision administrative que prend la collectivité. La commune engage des travaux de rénovation de la voie publique. Ces travaux durent beaucoup plus longtemps que prévu initialement. Là encore, les commerçants peuvent subir un préjudice financier de perte de chiffre d'affaires. Eh bien, les responsabilités communales peuvent être appelées en responsabilité pour couvrir cette perte de chiffre d'affaires. Hein. C'est un exemple, et ça, malheureusement, nous y sommes, nous, en tant qu'assureurs de collectivité, confrontés tous les ans. On a plusieurs cas de figure qui nous sont comme ça soumis sur des pertes de chiffre d'affaires parce que une rue piétonne est en réhabilitation et les clients ne peuvent plus accéder au commerce. Voilà. Est-ce que... Pas de questions? Donc, sachez que ça, normalement, ces garanties-là doivent faire l'objet du contrat de responsabilité de la collectivité. Et puis, vous avez également des responsabilités spécifiques à l'égard des élus et des collaborateurs bénévoles de la commune. Alors ça découle du Code des collectivités, des collectivités territoriales, voilà, qui dit la chose suivante. Ça, j'attire bien votre attention là-dessus parce que je pense que ça va vous intéresser. Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et délégués spéciaux lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commission et des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial. Qu'est-ce que cela veut dire en d'autres termes, et quelle est l'incidence de cet article en termes d'assurance de responsabilité? Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous parlais du lien de causalité entre un dommage et une faute commise par l'assuré. Et je vous ai dit, j'ai pris la peine de vous dire que en matière d'assurance de collectivité, ce lien de causalité n'était pas forcément nécessaire. C'est ce qu'on appelle le régime de responsabilité sans faute.
Donc, je vais vous prendre un exemple. Vous assistez à une réunion de conseil municipal. Vous avez stationné votre véhicule sur la voie publique. À l'issue de cette réunion de conseil municipal, vous retournez à votre véhicule pour retourner chez vous et vous constatez que votre véhicule a été endommagé. Eh bien, sachez que, alors même que la collectivité, n'est pas responsable directement du préjudice que vous subissez, eh bien, néanmoins, en vertu du texte que je viens de vous citer, eh bien, elle vous doit la prise en charge du sinistre si, bien sûr, l'auteur du dommage n'est pas identifié. Si l'auteur du dommage est identifié, il appartient à l'auteur du dommage de vous indemniser. Mais si l'auteur du dommage n'est pas identifié, eh bien, à ce moment-là, c'est à la collectivité de couvrir le dommage que vous avez subi. Et ça s'applique pour beaucoup de choses. Ça peut s'appliquer tant pour les dommages matériels que les dommages corporels, que les dommages immatériels consécutifs ou non. Donc, sachez que les élus, vous bénéficiez donc de ce régime de responsabilité sans faute et que si, dans le cadre de vos missions, vous subissez vous-même un dommage, eh bien, et qu'il n'y a pas d'identification d'un auteur pour ce dommage, c'est à la collectivité, via son contrat d'assurance de responsabilité, d'intervenir et de vous indemniser. Alors, il y a un petit bémol quand même, parce que, bon, c'est bien gentil, mais le petit bémol, c'est que si néanmoins, il est établi que vous avez contribué par vous-même à la réalisation de votre dommage, eh bien, c'est exonératoire et pour la collectivité et donc pour son assureur de toute prise en charge. Donc, je vais reprendre l'exemple du véhicule qui est malheureusement un exemple qui est trop fréquent. Vous retournez donc, à l'issue de la réunion du conseil municipal, vous retournez à votre véhicule. Le véhicule n'est pas endommagé, mais vous montez à bord de votre véhicule, vous enclenchez la marche arrière et vous percutez une borne. Là, vous êtes responsable de votre dommage, alors même que vous étiez en mission communale, vous étiez en cours de l'exécution d'un mandat spécial. Eh bien, à ce moment-là, ça sera exonératoire de la collectivité et pour son assureur, donc d'une prise en charge. Parce que c'est vous qui êtes à l'origine de votre dommage. D'accord ? Est-ce clair ? Pour moi, oui. Pardon ? Pour moi, oui. D'accord. Il n'y a pas de question, visiblement. Pas de question ? Ouais. Bon, très bien. Je savais que je vous intéresserais par rapport à ça. Alors, voilà. Donc, avec un contrat de responsabilité, vous avez toujours un contrat, une garantie dite de défense et recours. Cette garantie de défense et recours, elle est prévue pour le financement des honoraires d'avocats rendus nécessaires pour assurer la défense ou le recours que souhaite intenter la collectivité, mais toujours et essentiellement dans des affaires qui sont susceptibles de déclencher la responsabilité de la collectivité ou la responsabilité d'un tiers. D'accord ? Alors, je vais vous prendre un exemple. Demain, vous avez un cyclomotoriste qui, du fait d'un nid de poule dans la voirie, chute et est grièvement blessé. Bon. Là, cet événement, la présence du nid de poule, est susceptible, je dis bien susceptible, ça ne sera pas systématique, mais il est susceptible de déclencher la responsabilité civile, la responsabilité communale en fonction des circonstances de l'événement. Si la personne qui est grièvement blessée souhaite aller devant les tribunaux pour obtenir réparation, à ce moment-là, étant donné que l'événement est susceptible de déclencher une prise en charge au niveau de la responsabilité communale,
eh bien, c'est la garantie défense et recours qui prendra en charge les honoraires d'avocat rendus nécessaires par l'action en justice. De même que si demain la collectivité subit un dommage susceptible de déclencher une indemnisation vis-à-vis d'une tierce personne qui aurait causé un préjudice à la commune, par exemple, je sais pas, vous avez un automobiliste qui percute un candélabre, il est nécessaire d'aller faire un recours en justice pour obtenir une réparation. Normalement, il n'y a pas lieu, mais bon, supposons qu'on soit tenu de le faire. Et bien à ce moment-là, étant donné que vous avez bien vous subi un dommage matériel, si bien au titre de la garantie défense et recours, nous prendrons en charge les honoraires d'avocat pour assurer le recours devant une juridiction. Voilà. Excusez-moi. Voilà donc pour la garantie défense et recours. Alors, cette garantie défense et recours, peut-être le comprendrez-vous, c'est que, en fait, étant donné qu'on est limité au seul préjudice relevant ou susceptible de mettre en cause la garantie de responsabilité de l'une ou l'autre des parties mis en cause, il y a tout un tas d'autres événements qui ne vont pas relever la garantie défense et recours. Je mets à la slide suivante, Mickaël. Ah, attends, une question. Est-ce qu'une collectivité peut être assurée pour le non-paiement de loyer? Oui, mais alors c'est pas du tout le domaine d'aujourd'hui. Hein, c'est pas du tout, ça relèvera pas du tout d'une police assurance telle qu'on la présente aujourd'hui. Hein. Mais oui, il y a des garanties spécifiques pour cela. Il y a une deuxième question aussi, mais je pense Mickaël, je veux bien. De la mairie de Villiers. Pardon? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Il y a une question de Villiers-sur-Loire qui demande qu'est-ce que la protection fonctionnelle des élus? Donc, je pense que vous l'aborderez. Je vais y venir. Voilà. Je vais y venir. Pour rassurer. C'est effectivement dans la présentation. D'accord. Ça sera enfin. Voilà. Alors, je mets la protection juridique de la commune. Alors, comme je vous le disais, donc, il y a tout un tas d'autres événements qui peuvent faire que vous soyez appelé devant une juridiction ou que vous ayez, besoin d'avoir recours à une juridiction pour obtenir réparation et qui ne mettent pas en cause la responsabilité. Par exemple, le fait de prendre un acte administratif qui porte un préjudice à une tierce personne ne va pas déclencher nécessairement le régime indemnitaire. Et donc, dans ces cas-là, étant donné que ça ne déclenche pas de régime indemnitaire au titre du contrat de responsabilité, ça ne peut pas déclencher, ça ne peut pas être pris en charge au titre de la garantie défense et recours. Donc, ce type d'événement sera pris en charge au titre du contrat de protection juridique de la collectivité. De l'importance d'avoir les deux et de ne pas confondre les deux. Mais il est super important à la fois d'avoir une garantie de défense et recours, mais ça, vous l'aurez de toute façon avec le contrat de responsabilité civile générale, et d'avoir également une garantie de protection juridique à côté, qui va finalement venir couvrir pas tous les événements, parce qu'il y a là encore, comme dans tout bon contrat d'assurance, vous aurez des exclusions, mais qui couvrira, bon an, mal an, quand même beaucoup d'autres cas de figure qui ne relèveraient pas de la garantie défense et recours. Alors, petite différence entre la garantie défense et recours et protection juridique également, c'est que en matière de protection juridique, vous aurez le libre choix de l'assureur. Parce que là, si vous voulez, votre assureur, libre choix de l'avocat. Pourquoi? Parce que là, votre assureur, en fait, il ne sera appelé que pour financer des honoraires d'avocat, et seulement ça. Alors qu'en défense et recours, étant donné que le dossier peut amener votre assureur à verser des indemnités au titre du contrat de responsabilité, eh bien, et que votre assureur est substitué à la collectivité dans le versement justement des indemnités, eh bien, l'assureur conserve c'est l'assureur
qui va désigner l'avocat qui va défendre les intérêts de la collectivité et les intérêts de l'assureur. Vous n'aurez jamais le libre choix de l'assureur en défense et recours, alors que vous l'aurez toujours en protection juridique. De l'avocat, le libre choix de l'avocat. De l'avocat, j'ai dit, oui. Excusez-moi. Voilà. Oui, vous aurez toujours donc le libre choix de l'avocat en protection juridique et jamais en défense et recours. Voilà. Donc, ce qui fait que si vous avez des marchés, si vous avez souscrit un marché avec un cabinet d'avocats en protection juridique, ça ne pose aucun problème. Pour l'assureur, en tout cas. Voilà. Je vais bien passer à la suite. Alors, justement, vous m'interrogiez donc sur la notion de protection fonctionnelle des agents et des élus. Alors, c'est vrai que c'est une question qui aujourd'hui est sensible, hein, notamment avec l'application de la loi NOTRe au 1er janvier 2020, oui, si je ne m'abuse. Non, décembre 2019, pardon. Alors, je vais être un petit peu... Excusez-moi, je reprends les articles de loi. Alors, la protection fonctionnelle, en fait, elle repose déjà sur un texte de loi de 83, qui a été modifié ensuite à 96. Que dit ce texte de loi? Lorsqu'un fonctionnaire ou un élu, ça c'est la loi de 96 qui a rajouté la notion d'élu, donc lorsqu'un fonctionnaire ou un élu a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. Donc ça, c'est la loi de 83, modifiée en 96. Et vous avez une autre loi qui est sortie donc le 10 juillet 2000, dite loi Fauchon, qui introduit la notion de faute lourde et caractérisée. On verra pourquoi. Et en décembre 2019, il y a eu à nouveau une modification du régime de protection fonctionnelle qu'on va développer également. Slide suivant. Merci, Mickaël. Alors, en pratique, alors attendez, je vais peut-être commencer, je vais peut-être vous prendre un exemple. Attends, Mickaël, peux-tu aller au schéma, s'il te plaît? Voilà, c'est bon. Voilà le principe de fonctionnement, si vous voulez, lorsque survient un événement. Je vais vous prendre un cas de figure. Vous avez donc un dommage causé par un tiers. Supposons que ce dommage soit l'effondrement d'un panneau de basket sur un groupe de gamins qui jouent au pied de ce panneau de basket. Donc, si vous voulez, on est sur le premier cadre, un dommage causé par un tiers. Voilà. Normalement, présenté comme ça, le panneau de basket, c'est un équipement de la collectivité. La collectivité n'a pas été vigilante sur son état général, sur la surveillance de son état général. Ce panneau de basket est tombé sur des victimes. Donc, présenté comme ça, moi j'aurais tendance à dire ça engage complètement la responsabilité de la commune parce que, eh bien, elle a manqué à son obligation de surveillance de ses équipements. Sauf que, les parents des victimes, les ayants droit, peuvent très bien dire, mais attendez, non, nous on considère que ça n'est pas forcément la commune qui est directement responsable, mais plutôt monsieur le maire, un adjoint, le responsable des services techniques, l'adjoint au sport, ou pourquoi pas un agent qui aura reçu mission de surveiller et de réparer ce panneau de basket. Donc, si vous voulez, en dessous du cadre bleu, qui est marqué, où il est marqué dommage causé à un tiers, on a la faute de service et la faute personnelle détachable du service. Donc, si vous voulez, à ce niveau-là, qu'est-ce qui va se passer? Le juge va devoir se prononcer, savoir si, effectivement, on a une faute de service ou une faute personnelle détachable du service. Si le juge estime que c'est une faute personnelle détachable du service, bon, donc là, on sera dans une notion de faute grave de l'individu,
une négligence grave d'un auteur indirect ou une mise en danger de la vie, avec une mise en danger de la vie d'autrui. Là, on est vraiment sur des événements quand même avec une gravité toute particulière. Eh bien, le juge pourra très bien estimer qu'effectivement, là, c'est une faute personnelle et donc attaquer directement l'auteur du dommage, sans passer par la voie communale. D'accord? Et donc, si c'est une faute personnelle et grave, ça peut conduire finalement, enfin, ça va conduire même, ça va conduire l'assureur personnel de l'élu ou de l'agent à couvrir toutes les conséquences les conséquences de l'événement. D'accord? Et ça peut aller jusqu'au pénal, bien sûr. Donc là, ça ne regarde, si le juge a estimé que c'est une faute personnelle, détachable du service, ça ne concerne en rien la collectivité. Donc, cela dit, je passerai maintenant à la faute de service. Et c'est là que la collectivité, elle a des obligations. Pour la faute de service, si vous voulez, là, le juge va dire, écoutez, voilà, effectivement, c'est une faute qui revêt un caractère personnel, mais cette faute, elle est, je la classe comme faute de service. Donc, soit l'élu remonte, alors que l'attaque, elle est dirigée vers une personne physique, le juge peut très bien décider de remonter le conflit au niveau de la collectivité. Et en quel cas, c'est le contrat de responsabilité civile de la collectivité qui va intervenir. Et donc, c'est ce qu'on vient d'évoquer juste avant. Par contre, le juge peut très bien dire, confirmer que la faute revêt bien un caractère personnel à une personne physique, et à ce moment-là, conduire à condamner civilement et pénalement l'agent ou l'élu. Mais là, qu'est-ce qui se passe si on en arrive à une telle extrémité? En temps normal, enfin, avant que ces lois n'existent, eh bien, ce qui se passait, c'était que, étant donné que c'était une faute qui visait un individu, une personne physique, eh bien, le contrat de responsabilité civile de la collectivité disait, bah, attendez, ce n'est pas la commune qui est mise en cause, mais c'est monsieur le maire, c'est l'agent un tel, donc je ne peux pas intervenir au titre du contrat de responsabilité civile souscrit par la collectivité, parce que c'est monsieur un tel ou madame un tel qui est mis en cause directement. L'assureur personnel de l'auteur du dommage disait, bah, écoutez, moi je le connais bien dans le cadre de sa vie privée, mais je ne le connais pas ni dans le cadre de ses missions d'élu, ni dans le cadre de ses missions d'agent. Donc, je ne couvre pas. Et donc, la conséquence, c'était que l'agent ou l'élu se retrouvait seul face à la prise en charge des dommages dont il était reconnu responsable, et également à assurer les honoraires afférents à sa défense devant la juridiction civile et une juridiction pénale éventuellement. Donc cette situation, si vous voulez, n'était pas tenable pour les agents et les élus. Donc, Mickaël, je veux bien que tu reviennes sur les slides d'avant. Merci, Mickaël. Voilà. Donc, en vertu de cela, le législateur a estimé prudent d'obliger aujourd'hui les collectivités à souscrire un contrat dit de protection fonctionnelle qui va pouvoir justement intervenir et prendre en charge les conséquences de ces responsabilités qui sont, là encore, je me répète, mais c'est très important de bien saisir ça, qui sont issues de fautes personnelles rattachables à la fonction. Est-ce que c'est clair pour vous? Ou est-ce que vous avez des questions? Alors, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que ce type... attends, Mickaël, je veux bien que tu fasses passer des slides là.
passe à la prochaine et l'autre d'après, je crois. Voilà. Ce qu'il faut aussi toujours avoir en tête, c'est que lorsqu'un élu est mis en cause pénalement dans l'exercice des fonctions, c'est le conseil municipal qui… lorsqu'un élu est mis en cause, dans ce cadre-là, il appartient au conseil municipal de se prononcer sur le caractère de faute personnelle et de se prononcer également sur le déclenchement ou non de la garantie de protection fonctionnelle. Donc, ça se fait quand même sous le contrôle du juge administratif. Hein, voilà. Mais donc, reprenons le cas de figure de mon ballon de basket qui se casse la figure sur un groupe de gamins. Eh bien, il appartiendra au juge, au conseil municipal, de dire oui, effectivement, on reconnaît bien la faute personnelle du maire, de l'adjoint au sport ou de l'agent du responsable des services techniques. Et on souhaite, nous, conseil municipal, déclencher la garantie de protection fonctionnelle au bénéfice de l'auteur du dommage reconnu responsable. Vous pensez bien que là, sur une affaire comme celle-là, il n'y aura peut-être pas trop de soucis. Mais dans certaines affaires, notamment des affaires mettant en cause de l'urbanisme, des choses comme ça, il y aura de telles tensions qui vont se faire au sein du conseil municipal que quelquefois le conseil municipal ne sera pas enclin à accorder sa garantie de protection fonctionnelle, notamment aux élus et parfois aux agents. C'est pour ça que en plus de ce contrat de protection fonctionnelle des élus et des agents qui est rendu obligatoire, je le rappelle aujourd'hui, par la loi, la loi qui est passée donc en décembre 2019, la collectivité doit souscrire ce type de contrat. Eh bien, c'est parce que le déclenchement de la garantie n'est pas automatique, qu'il est vivement conseillé aux élus de s'assurer à titre personnel via un contrat qu'ils souscriront sur leur denier personnel, de manière à ce que, dans l'éventualité où un conflit naîtrait au sein de la collectivité et que le conseil municipal ne souhaiterait pas déclencher cette garantie, l'élu ne soit pas, je dirais, à assumer directement, personnellement, tous les frais d'avocat, mais également les conséquences d'une mise en cause au civil, etc. Donc, pensez également qu'à souscrire ce type de contrat, à titre personnel, principalement le maire, mais également les adjoints en délégation permanente. Et donc, ces contrats sont des contrats, là encore, je dis bien, personnels, c'est-à-dire que le maire souscrit son propre contrat et chaque adjoint souscrit son propre contrat. Pourquoi ? Parce qu'il y a effectivement des contrats qui prévoient une garantie pour l'ensemble du conseil municipal. C'est le maire qui, à ce moment-là, sur ses deniers personnels, garantit l'ensemble de ce conseil municipal. Et vous comprendrez que c'est une situation qui peut le mettre un petit peu en difficulté, parce que ça peut le conduire finalement, avec son contrat, à défendre des adjoints qui ne souhaitent pas forcément défendre. Donc, c'est pour ça qu'on conseille vivement que ce contrat soit souscrit, ça soit un contrat qui soit intuitu personae et qu'il n'y ait pas de confusion en la matière. Donc, pensez à cela, c'est super important. Avoir les deux, parce qu'il y a une obligation pour la collectivité et parce que vous ne serez pas automatiquement défendu par la collectivité que vous pensiez à assurer vos arrières en cas de pépin. Voilà. Est-ce que c'est suffisamment clair ? Je vois qu'il y a peut-être des questions, je ne sais pas. Non, normalement, c'est bon. C'est bon. Donc, la protection fonctionnelle, une obligation d'assurance limitée aux maires, aux élus ayant reçu délégation et aux suppléants,
Le reste du conseil municipal ainsi que les agents sont exclus du dispositif alors qu'ils peuvent juridiquement bénéficier de la protection fonctionnelle. Alors oui, ça c'est la loi. Hein. Là, je reprends la loi. Mais lorsque la collectivité souscrit un contrat de protection fonctionnelle, il est indispensable que la protection fonctionnelle soit étendue aux agents. Indispensable. Trop souvent, on a des agents qui se retrouvent mis en cause. Tenez, je prends par exemple un agent de police municipale. Un agent de police municipale. C'est le moyen pour lui d'assurer sa défense s'il fait l'objet d'agressions verbales ou physiques. Voilà, c'est indispensable pour ces gens-là, mais pour tout agent. Hein. Je prends par exemple n'importe quel agent pourrait être mis en cause sur une action ou une inaction, et malheureusement, on vérifie ça quotidiennement. Donc, les garanties obligatoires, c'est le conseil juridique, hein, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection. C'est une prise en charge de la cotisation par l'État pour les communes donc inférieures à 3 500 habitants. Il y a le barème que je vous mets dans la présentation également. Et il faut une délibération du conseil municipal qui est nécessaire pour les élus. Et pour les agents, c'est le maire et l'adjoint qui a la délégation qui décident de déclencher la garantie de protection fonctionnelle au bénéfice des agents. Voilà. Et puis, je crois que la salle suivante, c'est le barème de prise en charge. Bon, c'est pas ça, excusez-moi. Si, c'est ça. Donc, vous avez le barème là, de prise en charge. Donc, pour les communes de moins de 100 habitants, c'est 72 €. Et là, je parle bien uniquement de la garantie de protection fonctionnelle. D'accord ? Voilà. Donc, rapprochez-vous de vos assureurs respectifs. Posez la question, suis-je bien assuré en protection fonctionnelle ? Et si ça n'est le cas, demandez-lui de le faire instamment. Voilà. Je ne sais plus après, qu'est-ce qu'il y a comme slide après, Mickaël ? Je ne sais plus. Ah, monsieur, merci. Voilà. C'est la fin. Et il est 12h27, donc on est dans les temps. Avez-vous des questions, soit sur la partie développée par M. Medjeber, soit sur la mienne? Est-ce que vous souhaitez qu'on vous apporte des précisions? Je regarde dans la file de discussion s'il y aurait des questions. Il n'y en a pas pour le moment. Il n'y en a pas. Écoutez, si vous avez des questions qui vous viendraient par la suite, peut-être pouvez-vous les faire passer via votre association des maires, qui peut à ce moment-là nous les retourner, et puis nous engageons à y répondre dans le meilleur des délais. Hein, vous y apportez, voilà. Sinon, vous pouvez également prendre contact avec nous. On est là pour pouvoir vous renseigner. Voilà. Hein. Mais voilà, de l'importance d'avoir un bon contrat d'assurance et, comme nous le disions au départ, définir ses besoins, peut-être effectivement à l'aide d'une assistance à la maîtrise d'ouvrage qui va vous conseiller, qui va vous aider après à retenir l'assureur qui aura le mieux répondu à votre consultation. Et puis surtout, faites vivre vos contrats d'assurance, c'est super important. Ayez des contacts réguliers avec votre assureur, que ce soit pour faire un point sur les garanties, un point sur la sinistralité, un point sur la prévention. Hein, comme vous l'aurez compris, il n'y a pas d'assurance sans une bonne prévention. Donc, les assureurs, de manière en général, on est là pour vous assister et vous permettre de maîtriser au mieux votre sinistralité. Parce que de cette maîtrise de votre sinistralité, on sera gagnant-gagnant, quoi, hein. Vous aurez des cotisations qui seront les mieux placées, qui seront mieux placées, et puis nous, on n'aura pas trop de sinistres à payer. Et c'est ce qui nous intéresse. Voilà. Mais c'est un travail de collaboration. Je dirais qu'il faut vraiment voir son assureur comme un collaborateur avec qui vous pouvez avoir des échanges. Il n'y a pas simplement une société qui va payer des sinistres.
Et puis, je vous invite, si vous cherchez à avoir des renseignements, vous pouvez aller sur le site de la SMAC, smacle.fr, et le site de la SMAC, vous pourrez trouver des réponses à pas mal de questions. Nous avons un observatoire juridique qui également peut vous aider. Voilà. Merci Bruno. Pour ma part, je pense en avoir fini. Merci à vous deux. Lucie, on a fait le tour des questions. On va peut-être clôturer cette session. D'accord, merci à tous pour cette participation. Merci à vous pour cette présentation qui était excellente et très complète. Juste un petit rappel, mardi prochain, à 6h30, nous avons une dernière université des maires qui portera sur la voirie communale et qui sera aussi à 10h30. Voilà. Très bien. Écoutez, merci en tout cas de votre attention. Merci pour votre accueil. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers vous si vous avez d'autres choses à voir.